2 heures après avoir quitté ce barbecue, mon mari et sa fille se sont garés dans l'allée de la maison de sa mère et sont tombés nez à nez avec la voiture d'un avocat stationnée devant le trottoir. Une enveloppe jaune était scotchée sur la porte d'entrée, et toute leur perception de la propriété de cette maison était sur le point de s'effondrer devant toute la famille. Mais pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, il faut revenir à cet après-midi-là. Revenir au moment où un verre de citronnade renversé est devenu la dernière erreur que mon mari a laissé sa fille commettre devant moi. Je m'appelle Alice Collin. J'ai 45 ans. J'ai passé 18 ans à enseigner à l'école primaire avant de prendre du recul pour aider à gérer la petite entreprise de rénovation de mon mari. Et jusqu'à ce samedi de juin, j'aurais juré avoir un bon mariage. Pas parfait, mais bon. Le genre de mariage qu'on construit lentement, avec patience. Le genre où l'on apprend à vivre autour de vieilles blessures qui ne nous appartiennent pas. Ryan et moi étions mariés depuis 9 ans. Il avait une fille d'un premier mariage, Mathilde, 22 ans, actuellement en dernière année d'école de commerce. Et je suis arrivée en sachant exactement ce que cela impliquait. Je n'ai jamais essayé d'être sa mère. Je n'ai jamais utilisé ce mot, jamais réclamé ce titre. Je me suis dit très tôt que le respect ne nécessite pas l'amour, et que l'amour n'est pas quelque chose qu'on peut forcer un enfant adulte à ressentir pour soi. Je voulais juste la paix. Je voulais que nous fonctionnions comme une famille, même compliquée. Ce samedi-là, sa mère, Hélène, organisait le barbecue annuel d'été, le même rassemblement qu'elle organisait chaque juin depuis aussi longtemps que je connaissais la famille. Je suis arrivée à 9 heures du matin. J'ai déchargé 4 sacs de courses toute seule, installé les guirlandes le long de la terrasse, monté les tables pliantes, et je suis restée devant le barbecue sous la chaleur pendant 2 heures parce que Ryan disait que son dos le faisait souffrir. Ça ne me dérangeait pas. J'aimais rendre le jardin d'Hélène accueillant. Elle avait toujours été gentille avec moi à sa manière discrète, même quand le reste de la famille me traitait comme une pièce rapportée. Mathilde est arrivée en retard, comme toujours, ses lunettes de soleil sur la tête, le téléphone à la main. Elle m'a à peine regardé en passant devant le grill pour rejoindre ses cousins. Je portais un plateau de maïs vers la table quand je me suis tournée, juste le mouvement banal que n'importe qui fait dans un jardin bondé, et mon épaule a frôlé la sienne. Sa citronnade a basculé, quelques gouttes atterrissant sur sa basket blanche. C'était tout. C'était tout l'événement. Elle s'est retournée comme si je l'avais poussée. Ne me touche plus jamais. Sa voix a claqué dans le jardin, assez fort pour que les conversations s'arrêtent. Les tantes se sont tournées, les cousins aussi. La fourchette de quelqu'un est restée suspendue à mi-chemin de sa bouche. J'ai d'abord ri, pensant qu'elle plaisantait parce que ce n'était que de la citronnade, parce que c'était un accident, parce que je venais de passer 2 heures à cuisiner ses travers de porc préférés. Mathilde, c'était un accident. J'ai à peine, tu l'as fait exprès, a-t-elle lancé. Tu fais toujours ça. Tu trouves toujours un moyen de me toucher ou de t'approcher de moi comme si tu essayais de prouver quelque chose. J'ai senti mon visage s'empourprer. Pas par gêne, mais par incrédulité. J'ai cherché Ryan du regard, m'attendant à ce qu'il intervienne pour dire quelque chose, n'importe quoi, pour rappeler à sa fille que je travaillais devant un barbecue brûlant pour elle depuis 9 heures du matin. Au lieu de cela, je l'ai vu marcher vers nous avec ce regard particulier qu'il prenait chaque fois que Mathilde haussait le ton, le regard d'un homme qui se prépare à gérer les émotions de sa fille avant celles de quiconque. Il n'a pas demandé ce qui s'était passé. Il n'a pas regardé la citronnade sur sa chaussure ni le plateau toujours en équilibre dans mes mains. Il m'a regardé et sa voix est sortie, plate, définitive, comme s'il lisait un script qu'il avait écrit dans sa tête des années plus tôt, « Excuse-toi auprès de ma fille ou pars. Je veux que vous compreniez quelque chose à mon sujet. Je ne suis pas une personne dramatique. Je ne hausse pas le ton. Je ne claque pas les portes. J'ai passé 2 décennies à gérer une classe d'enfants de 8 ans en restant calme quand tout le monde autour de moi ne l'était pas. Mais quelque chose en moi est devenu très silencieux et très immobile à ce moment-là. Comme l'eau qui se fige juste avant de se transformer en glace. J'ai regardé mon mari. J'attendais qu'il s'adoucisse, qu'il dise « Allez, calmez-vous toutes les deux ». J'attendais que quelqu'un dans ce jardin, sa sœur, son beau-frère,
ou même l'un des cousins qui avait mangé ce que j'avais préparé 20 minutes plus tôt, disent un seul mot pour me défendre. Personne ne l'a fait. Non, ai-je dit. Juste ça. J'ai posé le plateau de maïs sur la table, je me suis essuyé les mains sur mon tablier, je l'ai détaché et je l'ai plié sur le dossier d'une chaise. Hélène se tenait près des marches de la terrasse, pendant une seconde, nos regards se sont croisés. Elle n'a rien dit non plus, mais il y avait quelque chose sur son visage que je n'ai pas eu le temps de déchiffrer, quelque chose qui n'était pas de la surprise. J'ai pris mon sac à main sur la balancelle, j'ai marché jusqu'à ma voiture sans me retourner et j'ai conduit jusqu'à la maison dans un silence si complet que je pouvais entendre mon propre pouls battre à mes oreilles. Je n'ai pas pleuré. Je m'en souviens clairement parce que je m'y attendais et que ça n'est pas arrivé. J'ai juste conduit, refaisant le film de 9 années dans ma tête, me demandant combien d'autres moments comme celui-ci j'avais silencieusement avalé sans les nommer pour ce qu'ils étaient. Je ne me doutais pas, en entrant seul dans notre allée, qu'à l'autre bout de la ville, un téléphone sonnait déjà dans un cabinet d'avocats pour me joindre au sujet d'une maison, une décision prise 3 ans plus tôt et un document qui allait tout changer. La maison était calme quand je suis rentrée, ce genre de silence qui semblait apaisant autrefois et qui ne me semblait désormais que vide. Je suis restée dans la cuisine un long moment avant même de poser mon sac, fixant le plan de travail où j'avais laissé un mot ce matin-là, rappelant à Ryan d'apporter de la glace supplémentaire. 9 ans, ai-je pensé. 9 ans de petits mots comme celui-là. De petits actes d'attention insignifiants que personne ne semblait remarquer jusqu'à ce qu'il manque. Je me suis préparé une tasse de thé que je n'ai pas bu et je me suis assise à la table. Et pour la première fois depuis longtemps, je me suis autorisée à repenser à ces années au lieu de les effacer comme je le faisais d'habitude. Quand j'ai épousé Ryan, Mathilde avait 13 ans, coincée dans cet âge brut et instable entre l'enfance et le reste, pleurant encore le divorce, même s'il remontait à 2 ans. Je n'ai jamais essayé de remplacer sa mère. Je m'étais fait cette promesse avant même de déplacer un seul carton dans cette maison. Je serai stable, je serai présente, et je ne réclamerai jamais un titre que je n'avais pas mérité. Je pensais follement que si je lui donnais assez de temps et d'espace, elle me laisserait finalement exister dans sa vie comme autre chose qu'une intruse. J'ai payé son premier semestre d'université avec mes propres économies quand l'entreprise de Ryan a traversé une mauvaise passe et qu'il était trop fier pour demander de l'aide à sa mère. Je suis restée dans la salle d'attente de l'hôpital pendant 6 heures après son accident de voiture en 2e année parce que Ryan était bloqué à l'étranger pour un chantier et ne pouvait pas prendre d'avion avant le lendemain. Je l'ai conduite à 3 rendez-vous de suivi ce printemps-là, j'ai assisté à 2 séances de kinésithérapie juste pour qu'elle ne soit pas seule dans la salle d'attente, et j'ai organisé sa fête de 21 ans l'année suivante, planifiée dans les moindres détails car elle avait mentionné une fois. En passant, qu'elle en avait toujours voulu une comme ça. Elle n'a jamais dit merci, pas une seule fois, pour rien de tout cela. J'avais l'habitude de me dire que ce n'était pas grave, que la gratitude n'était pas le but, que je ne faisais pas ça pour être remerciée. Mais il y a une différence entre ne pas avoir besoin de remerciements et être traité comme si vous n'existiez pas. Et quelque part au fil des années, cette ligne s'était brouillée dans ma propre tête. Chaque fois que j'en parlais à Ryan, prudemment, gentiment, jamais comme une plainte, il avait toujours la même réponse. Laisse-lui du temps, Alice. Elle a traversé beaucoup de choses. Et je lui ai laissé du temps. Je lui ai donné 9 ans de temps. Mais les années ne l'ont pas adouci envers moi. Au contraire, elles ont durci quelque chose en elle, comme si elle avait décidé très tôt que me traiter comme quelque chose de temporaire était plus sûr que de risquer autre chose. Je me souviens de ce Noël, il y a 2 ans, quand elle m'a appelé, l'erreur de papa, devant son cousin dans la cuisine, sans réaliser que j'étais juste derrière la porte du cellier. Je me souviens de la façon dont Ryan, quand je lui ai raconté ce soir-là, a seulement dit qu'elle ne pensait probablement pas ça, qu'elle traversait un semestre difficile. Il y avait toujours une raison. Il y avait toujours un semestre difficile, une rupture stressante, une mauvaise semaine. J'ai arrêté de compter les excuses aux alentours de la 6e année. Aujourd'hui, ce n'était pas vraiment à propos d'une éclaboussure de citronnade. Je comprenais cela clairement maintenant, assise seule dans ma cuisine avec mon thé qui refroidissait. Aujourd'hui, c'était le moment où 9 ans de petite gomme avaient fini par s'additionner pour former quelque chose que je ne pouvais plus avaler.
Mon mari m'avait regardé droit dans les yeux devant toute sa famille et avait choisi la crise de colère de sa fille plutôt que la femme qui avait passé la matinée à cuisiner pour eux tous. Et le pire n'était même pas le choix en lui-même. C'était la facilité que cela semblait être sur son visage. Comme si ce n'était même pas un choix. J'étais toujours là quand j'ai enfin vérifié mon téléphone, que j'avais laissé dans mon sac depuis le moment où j'étais parti en trombe. 3 appels manqués, tous du même numéro, tous dans les 40 dernières minutes. Je ne l'ai pas reconnu au début, mais la messagerie vocale ne laissait aucune place au doute. Madame Collin, ici David Harper du cabinet Harper Legal Group. Il est important que nous nous parlions dès que possible. Veuillez rappeler mon bureau aujourd'hui si vous le pouvez. Je suis restée avec le téléphone à la main un moment, sincèrement confuse. Je ne connaissais aucun avocat nommé Harper. Je n'avais eu aucun accident, je n'étais poursuivie par personne, je n'avais rien signé dont je puisse me souvenir qui justifierait cette urgence dans la voix d'un étranger. Ma première pensée, absurdement, a été qu'il était arrivé quelque chose à Hélène, qu'elle était tombée ou pire, et que quelqu'un essayait de me joindre parce que le téléphone de Ryan avait été dans sa poche pendant la dispute et pas le mien. Mes mains n'étaient pas tout à fait stables quand j'ai composé le numéro. Ça a sonné 2 fois avant qu'une secrétaire ne réponde, et quand j'ai donné mon nom, sa voix a immédiatement changé. Plus douce, plus prudente, comme les gens le sont quand ils savent quelque chose que vous ignorez. Madame Collin, merci de votre rappel. Monsieur Harper souhaiterait vous voir en personne si vous pouvez venir aujourd'hui. Il s'agit d'une affaire concernant Hélène Brox. Ma poitrine s'est serrée. Est-ce qu'elle va bien? Elle va très bien, a dit la secrétaire rapidement. Ce n'est pas lié à sa santé. C'est une affaire juridique qu'elle nous a demandé de traiter. Monsieur Harper a estimé qu'il était préférable de vous l'expliquer de vive voix. J'ai regardé l'horloge. Il était à peine 16 heures. J'ai pensé à Ryan et Mathilde, probablement encore au barbecue, en train de raconter à tout le monde leur version de ce qui s'était passé, probablement sans se soucier de mon absence pour le moment. J'ai attrapé mes clés sur le comptoir, monté toujours intact et refroidissant derrière moi, et j'ai traversé la ville, sans savoir que dans l'heure qui suivait, je serais assise en face d'un bureau, apprenant quelque chose sur ma propre vie que je n'aurais jamais pu imaginer. Le cabinet Harper occupait le 2e étage d'un immeuble en briques calme du centre-ville, le genre d'endroit avec de lourdes portes en bois et une secrétaire qui m'a offert de l'eau avant même que je m'assoie. Je me souviens avoir remarqué à quel point mes mains étaient froides malgré l'après-midi chaud. À quel point mon esprit revenait sans cesse au barbecue, au visage de Ryan, au silence de ce jardin, même alors que j'essayais de me concentrer sur la raison pour laquelle j'étais là. David Harper s'est avéré être un homme plus âgé, la cinquantaine avancée, avec le calme et l'assurance de quelqu'un qui a annoncé des nouvelles difficiles à beaucoup de gens au fil des ans, et qui a appris à ne pas se précipiter. Il m'a serré la main, m'a offert un siège face à son bureau, et a joint les mains avant de parler. Madame Collin, merci d'être venue à la dernière minute. Je sais que c'est inhabituel, et je vais essayer d'être aussi clair que possible. Il a fait glisser un dossier sur le bureau. À l'intérieur, des documents que je ne reconnaissais pas, un titre de propriété, un acte de fiducie, plusieurs pages au langage juridique dense avec des onglets marquant des sections spécifiques. Mes yeux ont parcouru le haut du titre et se sont arrêtés sur un nom que je ne m'attendais pas à voir, le mien. Il y a 3 ans, a dit Harper, Hélène Brox a transféré la propriété de sa maison, celle où se tenait le rassemblement familial aujourd'hui, dans une fiducie dont vous êtes nommé bénéficiaire unique. La propriété a été légalement transférée à votre nom à cette époque. Ryan et Mathilde ont continué d'y résider selon un arrangement informel mis en place par Hélène, mais la propriété elle-même vous appartient depuis que ce transfert a été finalisé. Je suis restée très immobile. Je lui ai en fait demandé de répéter parce que cela ne correspondait à rien de ce que je savais de ma propre vie. Cette maison, ai-je dit lentement. La maison d'Hélène. Celle où nous étions encore ce matin. Cette maison, a-t-il confirmé. Pourquoi ferait-elle ça? Et pourquoi ne me l'a-t-elle pas dit? Harper a expliqué qu'Hélène était venue le voir 3 ans plus tôt, peu après une alerte de santé qui l'avait plus effrayée qu'elle ne l'avait laissé paraître au reste de la famille. Elle voulait que la maison soit protégée, sécurisée pour quelqu'un en qui elle avait une confiance totale.
Et elle lui avait dit. Harper a lu cette partie presque mot pour mot, comme s'il voulait retranscrire ces mots exactement, que j'étais la seule qui était là pour elle sans qu'on me le demande, sans rien attendre en retour. Elle a dit, a-t-il continué en jetant un œil à ses notes, que vous étiez la seule qui l'ait toujours traitée comme une personne et non comme une obligation. J'ai pensé à tous les dimanches passés à conduire Hélène à ses rendez-vous chez le cardiologue alors que Ryan prétendait être trop occupé par son travail. J'ai pensé à l'hiver où j'avais trouvé un entrepreneur et payé de ma poche pour réparer son toit qui fuyait avant même que Ryan sache que les gouttières avaient lâché. Rien de tout cela n'avait semblé mener à quoi que ce soit. Je l'avais fait parce que je l'aimais, simplement, de la manière dont on aime les gens qui ne vous font jamais sentir comme un fardeau. Harper a tourné une autre page. Il y a une condition attachée à cet arrangement. Hélène l'a structuré de telle sorte que Ryan et Mathilde puissent continuer à vivre dans la maison confortablement tant que certaines conditions sont respectées. Plus précisément, a-t-il tapoté la clause, si l'un d'eux, à un moment donné, s'avérait d'avoir insulté, menacé ou humilié vous auriez le droit légal de mettre fin à leur résidence immédiatement. La pièce est devenue très silencieuse. J'ai repensé à la voix de Mathilde qui claquait dans le jardin. Ne me touche plus jamais. J'ai pensé au visage de Ryan, froid et impassible, excuse-toi auprès de ma fille ou pars. Je ne savais pas, en étant debout dans ce jardin il y a 1 heure, que je marchais sur un terrain qui m'appartenait déjà légalement. Voulez-vous faire valoir ce droit ? A demandé Harper, avec une certaine bienveillance. Ce n'était pas une question pour me pousser dans une direction ou une autre. C'était simplement la question que le moment exigeait. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai regardé mon avant-bras où une légère marque rouge était encore visible là où Mathilde m'avait bousculé plus tôt en essayant de rejoindre sa voiture. Quelque chose que je n'avais même pas enregistré comme un bleu avant cet instant, assise dans ce bureau sous la lumière crue. J'ai pensé à 9 ans à être tolérée au lieu d'être accueillie. J'ai pensé à chaque excuse que j'avais acceptée, à chaque « laisse-lui du temps » que j'avais avalé sans commentaire. Chaque moment où je m'étais faite plus petite pour que la paix dans cette famille reste intacte. Je n'étais pas en colère de la manière dont les gens imaginent la colère. Pas de tremblement, pas de voix haute. Ce que je ressentais était plus proche de la clarté. Une porte se fermait doucement quelque part en moi. Une porte que je n'avais même pas réalisé avoir été laissée entr'ouverte pendant des années. Oui, ai-je dit. Je veux faire valoir ce droit. Harper a hoché la tête lentement comme s'il s'attendait à cette réponse, mais qu'il voulait m'entendre y arriver par moi-même. Il a expliqué les prochaines étapes, les documents déjà préparés à l'avance à la demande d'Hélène, le serrurier en attente, l'avis formel qui devrait être délivré en personne. Il a demandé si je voulais être là quand cela arriverait. J'y ai réfléchi un moment, puis j'ai secoué la tête. Non, je n'ai pas besoin de voir leur visage. J'ai juste besoin que ce soit fait proprement, légalement et calmement. Alors que je me levais pour partir, Harper a mentionné un dernier détail, presque en passant, Hélène avait spécifiquement demandé à être présente à la maison quand l'avis serait délivré. Qu'elle avait dit que c'était quelque chose qu'elle devait dire elle-même à son fils après des années passées à garder le silence. Je ne comprenais pas encore tout à fait ce que cela signifiait. Je savais seulement, en sortant de ce bureau dans la lumière déclinante de l'après-midi, que je n'étais plus la même femme qui était partie de ce barbecue 2 heures plus tôt. Pendant que j'étais assise dans ce bureau à apprendre la vérité sur une maison que j'ignorais posséder, Ryan et Mathilde terminaient encore le barbecue chez Hélène. Apparemment de bonne humeur, apparemment nullement troublée par ce qui s'était passé. Je n'ai reconstitué cette partie que plus tard, à partir de choses qu'Hélène m'a racontées, mais cela vaut la peine d'être rapporté car cela montre exactement quel était leur état d'esprit dans les heures précédant le grand basculement. Selon Hélène, Ryan a passé le reste de l'après-midi à agir comme si rien ne s'était passé du tout. Il a grillé le reste des burgers, a ri avec son beau-frère d'un match de football, et quand quelqu'un a demandé où j'étais passé, il a balayé la question avec un « elle avait besoin de se calmer ». Elle sera bien. Mathilde, quant à elle, s'est assise au bord de la piscine avec son cousin, faisant défiler son téléphone, mentionnant occasionnellement la scène que j'avais soi-disant provoquée, présentant les choses comme si c'était moi qui avais réagi de manière excessive à un accident innocent. Sur le chemin du retour ce soir-là, Hélène a dit que Mathilde en riait même.
Elle reviendra en rampant demain avec des excuses, aurait-elle dit à son père, agissant comme si rien ne s'était passé, comme d'habitude. Ryan était d'accord. Il lui a dit, à moitié en plaisantant, que c'était juste ma façon de gérer les choses, que je bouderais une journée et qu'ensuite je ferais oublier tout ça, comme je le faisais apparemment toujours. Ce n'était pas de la cruauté, exactement, dans son esprit. C'était juste la façon dont il avait appris à me catégoriser au fil des années. Celle qui est raisonnable, celle qui finit toujours par revenir, celle qui ne rend jamais les choses difficiles trop longtemps. Ils sont arrivés dans l'allée peu après 19 heures, s'attendant à une soirée ordinaire. Au lieu de cela, ils ont trouvé une voiture qu'ils ne connaissaient pas garée devant le trottoir, un homme en costume debout près des marches d'entrée avec un dossier à la main, et la camionnette d'un serrurier tournant au ralenti plus loin dans la rue. Ryan, m'a dit Hélène, a même cru pendant une seconde qu'il s'était trompé de maison. David Harper s'est présenté calmement, avec le même calme qu'il avait utilisé avec moi une heure plus tôt. Il a expliqué qu'il représentait Hélène Brooks et qu'il avait des documents à livrer concernant la propriété. Ryan, confus, a demandé s'il était arrivé quelque chose à l'héritage de sa mère, anticipant une mise à jour de routine dont il n'aurait pas été informé. Harper lui a simplement tendu l'enveloppe. Ryan l'a ouverte juste là, sur la terrasse. Hélène a dit qu'elle a observé son visage pendant qu'il lisait la première ligne, elle a vu la couleur le quitter en temps réel. Le titre de propriété était direct, sans ambiguïté, officiel, Alice Collin, propriétaire légale effective depuis 3 ans. C'est ridicule, a dit Mathilde, arrachant le papier des mains de son père, le scannant elle-même comme si elle s'attendait à trouver une sorte d'erreur, une erreur administrative qui ferait disparaître toute cette histoire. Ça doit être un faux. Grand-mère ne ferait jamais ça sans nous le dire. Harper, nullement déstabilisé par son ton, a ouvert son dossier et a étalé les documents justificatifs un par un sur la rambarde de la terrasse, l'acte notarié, les documents de fiducie, la certification de l'avocat, tout était déposé, tout était légitime. Tout était daté des années avant que la dispute de cet après-midi ne se produise. Il n'y avait aucune erreur. Ryan s'est tourné vers sa mère, qui se tenait à quelques mètres de là, calme d'une manière dont Hélène n'était presque jamais calme. « Maman, c'est vrai ?» Hélène n'a pas répondu tout de suite. Elle m'a dit plus tard qu'elle avait répété ce moment dans sa tête plus de fois qu'elle ne pouvait le compter au cours des 3 dernières années, imaginant comment elle l'expliquerait. Adoucissant les mots dans son esprit pour qu'ils ne soient pas trop brutaux. Mais debout là, sur la terrasse, observant le visage de son fils, elle a découvert qu'elle ne voulait plus rien adoucir du tout. « C'est vrai ?» a-t-elle dit simplement. La voix de Mathilde est devenue aiguë et incrédule. « Tu as donné notre maison à elle, à Alice ? Pourquoi ferais-tu ça ?» La réponse d'Hélène, selon ce qu'elle m'a raconté ensuite, fut calme mais inébranlable, parce qu'elle est la seule qui l'a jamais mérité. Ryan n'était pas prêt à accepter tout cela. Il a dit à Harper que ce devait être une sorte d'erreur, qu'il s'était battu pendant des années pour protéger la stabilité de sa famille, qu'aucun tribunal ne validerait un transfert comme celui-ci sans qu'il en soit informé. Harper, patient comme toujours, lui a rappelé que le transfert n'avait jamais nécessité sa connaissance ni son consentement en premier lieu. C'était la propriété d'Hélène, la décision d'Hélène, et le droit d'Hélène de la donner à qui elle le souhaitait. Il y a aussi une condition attachée, a ajouté Harper, en tournant vers une page marquée. La clause 8. Si l'un de vous s'avère avoir insulté, menacé ou humilié Madame Collin, l'arrangement de résidence prend fin immédiatement. Le visage de Ryan a changé à nouveau, cette fois avec quelque chose de plus proche de l'effroi que de la confusion. Il a regardé Mathilde. Mathilde a détourné le regard. Personne ne peut prouver que quoi que ce soit s'est passé aujourd'hui, a dit Ryan, la voix plus basse maintenant, plus prudente, comme un homme réalisant trop tard que le sol sous ses pieds avait basculé des heures avant même qu'il ne s'en aperçoive. C'était juste un accident, un malentendu. Harper a ouvert un deuxième dossier, plus fin que le premier, et l'a posé à côté du titre de propriété sur la rambarde. Nous y viendrons, a-t-il dit. Madame Brooks a quelque chose qu'elle aimerait dire en premier. Ryan a essayé de passer devant Harper vers la porte d'entrée, insistant pour que toute cette histoire soit réglée à l'intérieur, loin de la rue, loin des voisins qui pourraient regarder depuis leur balcon.
Harper n'a pas bougé. Il a simplement levé une main, calme comme toujours, et a rappelé à Ryan que tant que la question de la clause 8 n'était pas résolue, la maison ne lui appartenait pas assez pour inviter qui que ce soit. Vous ne pouvez pas être sérieux, a dit Ryan. Vous allez vous tenir sur la terrasse de ma mère et me dire que je ne peux pas entrer dans mon propre domicile? Ce n'est pas votre domicile, a dit Harper, non pas par méchanceté, mais par simple fait. Pas légalement, pas depuis 3 ans. Mathilde était devenue silencieuse d'une manière qui troublait Hélène plus que ne l'avait fait son éclat de voix précédent. Elle se tenait près de la rambarde, les bras enlacés autour d'elle, fixant le document toujours ouvert dans les mains de son père, comme si elle attendait que les mots dessus se réarrangent en quelque chose de moins permanent. Harper a ouvert le deuxième dossier. La clause 8 exige des preuves avant de pouvoir être appliquée. Madame Brox avait anticipé que cela pourrait arriver, étant donné le schéma de comportement qu'elle avait observé au fil des ans. Alors, elle m'a demandé de compiler les preuves qui existaient. Je veux être claire, cela n'a pas été rassemblé aujourd'hui. Cela s'accumule depuis un certain temps. Il a étalé le contenu, une pièce à la fois. Un court clip vidéo pris par l'un des plus jeunes cousins sur un téléphone des mois auparavant lors d'un dîner de famille, montrant Mathilde m'appelant, le remplacement de papa, assez fort pour que toute la table l'entende, et Ryan en riant au lieu de la corriger. 3 déclarations écrites de membres de la famille qui avaient été témoins d'incidents similaires au fil des ans et qui en avaient parlé discrètement à Hélène, sans jamais réaliser que ces conversations pourraient compter un jour. 2 captures d'écran de SMS que Mathilde avait envoyées à un cousin, transférées à Hélène à un moment donné, se référant à moi dans un langage assez vil pour que Ryan tressaille en le lisant par-dessus l'épaule de Harper. Et la propre déclaration écrite d'Hélène, datée de cet après-midi même, décrivant exactement ce qu'elle avait vu au barbecue quelques heures plus tôt. La bousculade à l'épaule, le cri de Mathilde, l'ultimatum de Ryan, m'a sortie silencieuse. Rien de tout cela ne prouve quoi que ce soit, a dit Ryan, mais sa voix avait perdu sa certitude. Il parcourait les pages maintenant au lieu de les contester. Hélène a fait un pas en avant. En 9 ans, je ne crois pas l'avoir déjà entendu hausser le ton contre son fils. Pas une fois. Pas même quand j'avais entendu parler de désaccords entre eux. Elle avait toujours été la médiatrice silencieuse de la famille, absorbant la tension pour qu'elle ne se propage pas, adoucissant les choses plutôt que de les nommer. Debout sur cette terrasse devant Harper, devant Mathilde, elle a cessé de le faire. J'ai tout vu, a-t-elle dit. Sa voix n'était pas forte, mais elle portait. J'ai vu Mathilde crier sur Alice pour un accident. J'ai vu ton mari te dire de t'excuser ou de partir sans même poser une seule question d'abord. J'ai regardé cela se produire de manière plus petite pendant des années et je me suis dit que ce n'était pas à moi d'interférer dans votre mariage. J'avais tort. C'était exactement ma place, parce que j'ai regardé une femme qui n'a fait que se donner pour cette famille se faire traiter comme si elle n'y appartenait pas. Ryan est resté figé, les papiers flottant mollement dans sa main. Maman, je n'ai pas fini, a dit Hélène. Tu as une fille qui avait besoin de limites depuis longtemps, et au lieu de lui donner des limites, tu lui as donné la permission à chaque fois. Et je t'ai laissé faire parce que je ne voulais pas causer plus de conflits dans une famille qui en avait déjà assez. C'était mon erreur, et je ne la referai pas aujourd'hui. La contenance de Mathilde a finalement craqué. Elle était restée rigide pendant toute la déclaration de sa grand-mère, mais ses épaules ont commencé à trembler, et quand elle a parlé, sa voix était petite, d'une manière que j'imagine qu'aucun d'entre eux n'avait entendue depuis des années. Je ne voulais pas que ça aille aussi loin. C'était juste un accident. J'ai réagi. Tu réagis comme ça depuis 9 ans, a dit Hélène, plus doucement maintenant mais sans reculer. C'est juste la première fois que ça te coûte quelque chose. Harper, laissant à la famille un moment avant de continuer, a finalement repris la parole. Étant donné la documentation et le témoignage de Madame Brox en tant que témoin direct de l'incident d'aujourd'hui, les conditions de la clause 8 sont satisfaites. Avec effet immédiat, l'arrangement de résidence est terminé. Madame Collin a autorisé une fenêtre de 30 jours pour que vous puissiez organiser un logement alternatif et retirer vos affaires. Ryan a regardé sa mère, puis le serrurier qui attendait patiemment près de sa camionnette, puis le titre de propriété dans ses mains, comme si une partie de lui espérait encore que le papier pourrait changer s'il le regardait assez longtemps.
Ce n'était pas le cas. Je dois parler à Alice, a-t-il dit doucement. C'est votre choix, a répondu Harper. Mais je vous encourage à réfléchir soigneusement à ce que vous voulez dire et pourquoi avant de passer cet appel. Ryan n'a pas répondu. Il est juste resté là sur la terrasse de la maison où il vivait depuis des années, tenant la preuve que cela n'avait jamais été vraiment la sienne en premier lieu, tandis que sa fille pleurait doucement à côté de lui. Et que sa mère regardait avec une expression qui ne contenait aucune satisfaction d'avoir eu raison, seulement des années d'un soulagement fatigué, attendu depuis longtemps. Ryan m'a appelé 11 fois ce soir-là. Je le sais parce que j'ai fini par regarder mon téléphone vers 21h, assise seule dans la chambre d'amis de la maison de ma sœur, à 2 villes de là, où j'étais allée directement depuis le bureau de Harper sans rentrer chez moi. Je n'avais pas encore décidé si je voulais voir le visage de Ryan quand la vérité lui tomberait dessus. Mais un instinct m'a dit de ne pas être dans cette allée quand cela arriverait. Je n'ai répondu à aucun des appels, non pas par méchanceté. Je ne savais sincèrement pas ce que j'allais dire encore. Et j'avais assez appris au cours de mes années d'enseignement pour savoir que les conversations les plus importantes ne devraient pas se produire dans la colère de part et d'autre. Mathilde a envoyé 2 SMS. Le premier disait simplement « S'il te plaît, appelle mon papa ». Le second, 1 heure plus tard, était plus long, plus frénétique, parlant de la façon dont tout cela était devenu incontrôlable, et qu'elle n'avait jamais voulu que les choses aillent aussi loin. J'ai lu les 2 messages et j'ai posé le téléphone face contre table sur la table de nuit. Ce n'était pas que je ne ressentais rien en les lisant. Je ressentais des choses. Mais ressentir quelque chose et être prête à y répondre sont 2 choses très différentes, et je n'étais pas encore prête. Ryan m'a raconté plus tard, beaucoup plus tard, une fois qu'assez de temps a passé pour que nous puissions enfin parler comme 2 adultes, au lieu de 2 personnes debout de chaque côté d'une fracture, qu'il avait rappelé sa mère cette nuit-là, espérant qu'elle s'adoucirait. Qu'elle lui dirait que tout cela n'était qu'un malentendu qui pouvait être annulé. Hélène ne s'est pas adoucie. Je t'ai prévenu pendant des années, lui a-t-elle dit, selon ce qu'il a fini par m'admettre. Je t'ai répété encore et encore que si tu continuais à laisser Mathilde traiter Alice comme une intruse dans sa propre maison, tu perdrais quelque chose que tu ne pourrais pas récupérer. Tu n'as juste jamais cru que cela arriverait vraiment. Il est resté avec ça, a-t-il dit, plus longtemps qu'il ne voulait l'admettre. Et quelque part dans ce silence, des choses qu'il avait passé des années à ne pas vraiment regarder ont commencé à refaire surface, qu'il le veuille ou non. Il a pensé au toit. Il avait remarqué les nouveaux bardeaux sur la maison de sa mère il y a 2 hivers, les avait vaguement enregistrés, et n'avait jamais demandé une seule fois qui avait payé pour la réparation ou organisé l'entrepreneur. C'était moi, tranquillement, comme je faisais la plupart des choses pour cette famille, pas pour la reconnaissance, juste parce que ça devait être fait, et que personne d'autre ne le faisait. Il a pensé au rendez-vous chez le cardiologue. Hélène avait eu une peur bleue avec son cœur il y a 3 ans, une série de suivis et de visites de contrôle qui se sont étalés sur plusieurs mois. Et c'était moi qui la conduisais à chaque fois, assise avec elle dans les salles d'attente, lui tenant la main pendant un échocardiogramme, tandis que Ryan envoyait des textos d'excuses sur le fait d'être débordé au travail. Il n'avait assisté à aucun de ces rendez-vous, pas un seul. Il a pensé à l'opération l'année précédente, une prothèse de hanche qui a cloué Hélène au lit pendant 6 semaines, et comment c'était moi qui avais emménagé dans sa chambre d'amis pendant les 2 premières semaines de convalescence, gérant ses médicaments, cuisinant ses repas. L'aidant à aller aux toilettes au milieu de la nuit quand elle était trop fière pour demander ce genre d'aide à son fils. Ryan était venu 2 fois sur toute la période, à chaque fois moins d'1 heure. Il a pensé enfin à toutes les factures, aux taxes foncières qu'il avait supposé que sa mère gérait elle-même, au renouvellement d'assurance, aux petites réparations ici et là qui semblaient se régler sans qu'il ait jamais à y penser. Il ne s'était jamais demandé une seule fois comment exactement ces choses continuaient à être gérées. Il avait juste été reconnaissant qu'elles ne soient pas son problème, sans demander dont le problème elles étaient devenues. Quand il a rappelé sa mère vers minuit, il m'a dit que sa voix avait brisé d'une manière qu'elle n'avait plus connue depuis qu'il était gamin. « Pourquoi tu ne me l'as pas dit ? Pourquoi tu m'as laissé découvrir ça comme ça devant tout le monde ?» La réponse d'Hélène fut calme mais inébranlable. Et c'est la partie de cette nuit que Ryan m'a répété plus d'une fois dans les semaines qui ont suivi, comme s'il avait besoin de s'entendre dire à voix haute pour croire que cela s'était vraiment passé.
Alice n'a jamais demandé cette maison, a-t-elle dit. Elle n'a jamais rien demandé en 9 ans, pas une fois. Je la lui ai donnée parce qu'elle a gagné ma confiance de 100 petites manières que tu n'as jamais remarquées. Parce que tu étais trop occupé à gérer les sentiments de ta fille pour remarquer l'absence de plainte de ta femme. Je n'ai pas fait ça pour te punir, Ryan. Je l'ai fait parce que c'était la seule chose que j'avais qui était vraiment à moi à donner, et je voulais que cela aille à la personne qui le méritait vraiment. Il n'avait pas de réponse à cela. Il m'a dit plus tard qu'il n'y en avait pas, que pour la première fois depuis plus longtemps qu'il ne pouvait s'en souvenir, il comprenait exactement combien il s'était autorisé à ne pas voir, et exactement combien cela avait coûté à la seule personne qui n'avait jamais exigé d'être vue. Ryan et Mathilde ont déménagé en 3 semaines, plus vite que les 30 jours que Harper leur avait donnés, ce qui, je pense, était une déclaration en soi. Il n'y a pas eu de procès, pas de bataille prolongée pour le titre de propriété, aucune tentative de contester ce qu'Hélène avait fait. Je pense qu'à la fin, Ryan a compris qu'il ne restait rien à contester. Les documents étaient propres, le calendrier était clair, et quelque part sous son choc, je